Être entrepreneur de service, c'est souvent un grand écart permanent entre la passion du métier et la réalité de l'entreprise, entre la mission d'aider et le besoin de vendre, entre les valeurs et la visibilité. Et quand de plus en plus on vient d'un milieu régi par un ordre professionnel, ça peut devenir tout un casse-tête. Comment se démarquer, communiquer, croître sans dépasser les balises ou perdre de vue sa mission profonde. Mon invitée aujourd'hui, Stéphanie Villeneuve, est travailleuse sociale, formatrice et consultante, et elle fait de cette réflexion un véritable pilier de sa pratique. Elle aide les professionnels de la relation d'aide à bâtir une pratique autonome, éthique, vivante et rentable. Avec elle, on parle de marketing sans malaise, d'éthique sans rigidité et de croissance sans culpabilité. Bref, de comment entreprendre sans trahir sa profession ni soi-même. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Officiellement, bienvenue Stéphanie! Merci Mélanie! Je suis super contente de te recevoir parce que je regardais dans les anciens épisodes des entrevues et tu es officiellement la première que je reçois qui est comme officiellement membre d'un ordre professionnel. Puis C'est là, vrai? Oui, ça amène une dimension différente, je trouve, Mhm. dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, la façon de promouvoir ses affaires. Fait que là, je me dis, de plus en plus, j'en côtoie, puis je vois les réticences, je vois les enjeux, puis des fois, c'est des trucs que j'avais pas pensé. Je suis comme, hey, c'est vrai, ça, tu peux pas faire ça. Ah, ben oui, ça, tu peux pas faire ça. Et je me suis dit, ben, comment faire justement pour, j'allais dire détourner, c'est pas détourner, mais en fait, Adapté. adapter, Mhm. merci, c'est le meilleur mot, pour se faire connaître. Mais là, avant de rentrer vraiment dans ce vif du sujet-là, j'ai envie de comprendre un petit peu mieux, en fait, que tu nous expliques ton background. Parce que comme j'ai dit Oui. dans l'introduction, tu es travailleuse sociale, tu vas accompagner aussi d'autres professionnels en pratique privée, pratique autonome. Qu'est-ce qui t'a mené à faire tout ça, avoir ce double chapeau-là, finalement? Oui, ben en fait, ça pourrait être une histoire très longue que je vais tenter de résumer de façon assez courte. En fait, moi, initialement, je m'en allais pas vers le domaine de l'intervention. Je voulais être policière communautaire. C'est vraiment ce que Mm. je voulais faire dans la vie. Euh, je m'en allais dans cette direction-là. Puis en secondaire 5, tout juste avant les admissions, j'ai eu un accident de voiture qui m'a laissé avec des séquelles permanentes qui faisaient en sorte que ben en fait, devenir policière ne serait pas une option possible pour moi. Fait réhabilitation se fait pendant plusieurs mois. Je sais pas trop en quoi m'inscrire au cégep parce que j'ai pas le temps de penser à ça à ce moment-là quand arrivent les admissions. Donc, au deuxième tour, reste plus grand-chose de possible et je m'inscris en technique d'administration et gestion. Voilà. Très différent de la Pourquoi? police, on va se le Oui, dire. c'est ça, c'est ça. Mais faut s'inscrire dans quelque chose, fait allons-y. Euh, Fait que j'ai commencé ma technique au cégep en administration. C'est quand même quelque chose qui était facile pour moi. Pas hyper stimulant, c'est ça, c'est pas nécessairement ce que j'avais envie de faire de ma vie, mais c'était correct. J'ai pas fini la technique finalement. Je me suis réorientée plus en sciences humaines, profil d'intervention. Et là, à ce moment-là, c'était pas clair exactement. Tu sais, dans le domaine de la relation d'aide, en fait, tu sais, il y a plusieurs professions. Donc, est-ce que je vais aller en psychoéducation? Est-ce que je vais aller en psychologie, en travail social? Quelles sont les différences entre ces professions-là? C'était pas super clair pour moi. Donc, je me suis inscrite à l'université quand même, en psychoéducation à ce moment-là. Mais pendant mes études, je travaillais à temps plein, à temps plein, non. Je travaillais quand même un bon nombre d'heures, Beaucoup. en fait, en gestion de la restauration. Et dans l'été, entre mon cégep et le début de l'université, j'ai eu une opportunité
d'aller travailler pour, en fait, je travaillais pour Tim Hortons, pour la chaîne de restauration Tim Hortons, et j'ai été recrutée par le bureau chef de Tim Hortons, le bureau coordonnateur, en fait, pour la province de Québec, pour aller travailler avec eux pour l'ouverture des nouveaux restaurants à travers la province. Fait que, étant pas super certaine de mon choix de bac, j'ai dit, ben OK, je vais prendre une année off, puis je vais aller travailler, puis je vais clarifier un petit peu mes intentions. Donc, je me suis retrouvée à aller en gestion pendant 3 ans, finalement. L'année s'est étirée un petit peu. Donc, pendant 3 ans, j'ai vraiment travaillé à l'ouverture des nouvelles franchises Tim Hortons pour l'ensemble de la province de Québec. Donc, la formation des franchisés, surtout les volets opérationnels sur le plancher, comment opérer un restaurant, formation de leurs employés, mais aussi comment faire les commandes, comment planifier les horaires, comment, tous ces aspects-là. Fait que ma technique en administration m'a servi là-dedans, évidemment. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais il me manquait le petit côté humain que j'aimais beaucoup en gestion des ressources humaines, là, tu sais, dans le staff, mais je voyais que c'était pas ça tout à fait que je voulais faire de ma vie. Donc, je suis retournée aux études après le 3 ans. Donc, en intervention, j'ai fait d'abord une technique en éducation spécialisée parce que je voulais être sûre d'aller valider mon intérêt tout de suite. Tu sais, j'avais eu quand même quelques détours dans mon parcours. Fait que en technique d'éducation spécialisée, on avait des stages déjà dès la première année. Moi, je faisais en intensif sur 2 ans. Fait que c'était très condensé. Fait que je suis allée valider mon intérêt là. Ça a confirmé que je voulais être dans le domaine de l'intervention. Donc, j'ai poursuivi au bac en travail social par la suite, à travers la naissance de mes enfants et tout. Puis c'est ça. Fait que j'ai travaillé comme éducatrice spécialisée pendant mon bac. Par la suite, j'ai commencé à travailler comme travailleuse sociale. Puis j'ai débuté la maîtrise qui est toujours en cours là, graduellement. Fait que rapidement, j'ai su que j'avais un intérêt pour l'entrepreneuriat parce que j'aimais mon travail, mais au niveau du sens, il y a des trucs qui accrochaient dans la façon de pouvoir exercer mon travail. Fait que, puis j'ai toujours eu une fibre quand même entrepreneuriale, là, même jeune. Je faisais toutes sortes de choses là pour pour des petites business là. Ouais, ben déjà tu sais, le goût de aussi travailler en gestion, travailler en, tu sais, dans le domaine de la restauration, on sait que ça bouge, il faut prendre des décisions, faut comme, fait que tu sais, ça t'amène vraiment, je pense, une belle complémentarité aussi, là, t'es pas que, tu sais, issu j'allais dire un parcours typique, mais je sais pas si ça existe vraiment encore aujourd'hui, des parcours typiques, là. Non. Mais tu sais, t'as quand même ce volet-là qui vient teinter, je pense, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là. Oui, effectivement. Puis tu sais, pour mettre un peu plus de concret sur ce que je veux dire quand je dis, ben tu sais, ça me permettait pas, ou dans la notion de sens, c'est que moi, j'interviens principalement auprès des familles militaires. Donc, quand j'intervenais, je travaillais dans un centre de ressources pour les familles militaires, puis les familles, ben, sont souvent amenées à déménager, changer de province. Bon, c'est variable dans le temps, mais disons aux 4 ans, peut-être environ. Et ben, ça engendre des coupures de services à tous les 4 ans. Les gens doivent recommencer avec des nouvelles professionnelles. Quand c'est un changement de province, c'est encore plus compliqué et tout ça. Puis là, on était avant la pandémie, donc tout ce qui est modalité d'intervention en ligne, c'était pas super développé ou populaire à ce moment-là. Puis pour moi, ça faisait pas de sens qu'une population, une clientèle qui vit déjà des enjeux, une réalité particulière, doive ajouter cette couche supplémentaire-là de devoir recommencer la demande d'aide à chaque fois qu'ils déménagent. Donc, j'avais vraiment comme ambition de trouver une façon d'apaiser ça un peu ou de faciliter la continuité des services. Et étant issue d'une famille militaire moi-même, on a été muté en 2019, donc tout juste avant la pandémie, on a été muté en Ontario. Et c'est vraiment cette transition-là qui m'a amenée à développer mon projet de pratique autonome parce que j'ai dû laisser mon emploi pour suivre mon conjoint, puis on se retrouve dans une autre province. Pour moi, bien que mon niveau d'anglais était correct, là, tu sais, un intermédiaire avancé, je dirais, au niveau de l'éthique professionnelle, pour moi, pour intervenir en anglais, je trouvais que j'avais pas un niveau qui était suffisant pour saisir toutes les petites nuances, ou en évaluation du risque suicidaire ou risque homicidaire et tout. Donc, je voulais, du moins, au début, continuer d'intervenir en français. Fait que j'ai créé mon propre travail, tout simplement, en essayant un petit peu de défricher qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui l'était pas, dans cette optique-là où je voulais offrir
la continuité de service. Puis comment ça fonctionne pour nos autres professionnels, c'est que on doit être membre de l'ordre de la province où réside le client. Donc, c'est pas juste mon ordre, c'est pas parce que je suis en Ontario, je suis membre en Ontario que je peux offrir des services à des gens qui sont partout au Canada. Je dois être membre de l'ordre de ces provinces-là. Donc, tu sais, de fil en aiguille, il y a eu beaucoup de démarches d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de développer la télépratique alors que c'était pas populaire à ce moment-là, et c'était pré-pandémie. Fait que, il y a eu beaucoup de débroussaillage. Et c'est ça qui m'a amené vers le volet de soutien professionnel par la suite, c'est que dans toutes ces démarches-là, moi, je suis quelqu'un pour qui la notion de sens est super importante, donc je me disais, hey, je peux pas avoir investi autant de temps, d'énergie, d'argent dans ces démarches-là, d'essayer de comprendre comment ça peut fonctionner pour ne pas pouvoir en faire profiter les autres. Donc, de fil en aiguille, je répondais à des questions de mes collègues sur des groupes Facebook de professionnels et tout, et là, je commençais à recevoir des demandes de supervision, d'accompagnement. Tu sais, est-ce que tu pourrais m'aider à développer mon offre de service ou ce que j'ai envie de faire? Et de fil en aiguille, j'avais pas envisagé ce volet-là de ma pratique, mais le volet de soutien professionnel s'est développé depuis, je dirais, là, 2020, 2021 peut-être. Ça m'a amené à développer une formation aussi pour les professionnels, puis offrir différents types d'accompagnement de fil en aiguille. Fait que c'est un peu tout ça. Ouais. C'est très cool. Puis, tu sais, on dirait que la question que j'avais le goût de te poser, c'est à quel moment, pour toi, tu as réalisé que tu n'étais pas juste une intervenante, une professionnelle, mais tu étais aussi une entrepreneur? Parce que je vois beaucoup que les professionnels ont du mal à voir en elles, je vais le genrer, mais en eux et elles, tu sais, cette capacité-là d'entreprendre, puis souvent ce rôle. Puis je suis d'accord que des fois, on peut être en pratique autonome, puis qu'on se sent un peu plus prestataire de service, en quelque sorte. Mais dans ton cas, tu as développé quand même un éventail d'autres services qui fait que je pense que tu as plus ça. Est-ce que le déclic s'est fait? Puis si oui, quand? À quel moment? Ben, en fait, moi, je pense que ça a été clair dès le début, puis j'ai envie de dire que c'est pas le cas pour tout le monde, puis c'est correct que ce soit pas le cas pour tout le monde. Fait que, tu sais, il y a des professionnels qui sont vraiment plus travailleurs autonomes. Donc, justement, ils ont leur pratique, je vais dire plus classique, mais pas dans une visée entrepreneuriale, mais dans une visée de prestation de services et tout. Puis c'est 100% OK, on en a besoin. Puis il y a des professionnels qui ont plus l'envie de créer des nouveaux services, de développer des nouvelles ressources, c'est ça, d'exprimer leur créativité différemment. Puis j'en fais partie. Moi, tu sais, depuis toujours, j'ai eu besoin pour m'épanouir d'avoir plein de projets puis plein de volets dans ce que je fais. Fait que pour moi, ça, c'est très connecté à l'entrepreneuriat. Fait que je ne pourrais pas avoir une pratique dite classique où je rencontre des clients, tu sais, une vingtaine de clients par semaine, des rencontres one-on-one, puis que ma semaine ressemble essentiellement à ça. Je serais pas épanouie là-dedans, ça répondrait pas à mon besoin. Fait que, comme je te dis, depuis jour 1, dans le sens où, mettons que je t'illustre ça différemment, mais même quand j'étais salariée, tu sais, quand je travaillais pour le CIUS de la capitale nationale à Québec, j'étais toujours sur 2 chaises en même temps. J'avais un contrat d'éducatrice spécialisée avec un contrat de spécialiste en activité clinique, fait que c'était les deux mixés, ou spécialiste en activité clinique et travailleuse sociale. Après ça, au centre de ressources pour les familles militaires, où je faisais du suivi individuel, mais je développais une offre de service de groupe en même temps, tu sais, plus intrapreneuriat, si on veut. Fait que ça l'a toujours fait partie de qui je suis. Fait que pour moi, c'est clair que si j'allais vers cette option-là du travail autonome, il y avait une visée entrepreneuriale nécessairement, là. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile à concilier pour justement les professionnels dans le volet entrepreneurial? C'est quoi c'est quoi qui bloque? Parce que oui, on le sait que l'ordre qui est là pour protéger le public va mettre des balises sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Mais en termes, peut-être des fois, c'est même juste du mindset, là, mais tu vois-tu qu'est-ce qui bloque des fois par rapport à leur pratique? C'est une excellente question, puis j'ai envie de te dire que ça va dépendre, selon moi, beaucoup des types de personnalités. OK. Fait que, tu sais, je vais te répondre sur plusieurs volets, mais par exemple, je sais pas si tu connais les styles de personnalité, les couleurs, là. Le Nova, dans le fond, oui. Ouais, c'est ça, ou le disque, l'équivalent, mais
dans mon cas, par exemple, moi, je suis vraiment dans le type de personnalité consciencieuse, tu sais, qui respecte la loi by the book et, tu sais, C'est qui plus fait les les bleus, choses ça, à je la pense, hein? lettre. Ouais, Ouais, effectivement. Puis, tu sais, la couleur change selon le Nova ou le c'est disque, là, vrai. mais, tu sais, on est vraiment là-dedans. Puis, c'est intéressant parce que j'avais toujours vu ça comme un trait gossant, je vais dire, de ma personnalité. Tu sais, que je suis Rigide, celle qui puis ramène ouais. toujours à « Ah ouais, mais si on peut faire ça ou on peut pas faire ça et tout ». Puis c'est drôle parce que maintenant, c'est pour ça que mes pères viennent me voir. Parce qu'ils savent Mhm. que je suis by the book, que la déonto et tout ça, que, tu sais, l'éthique, c'est hyper important pour moi. Fait que c'est comme si ça réussit à tourner en ma faveur maintenant, ce trait de personnalité-là. Mais par contre, initialement, puis encore aujourd'hui parfois, c'est quelque chose qui me freine parce que je veux tellement être sûre d'être by the book. Puis oui, on a des codes de déontologie, on a des balises, mais de façon transparente, c'est pas tout clair. Il y a, tu sais, c'est très Je pense que interprétatif, la oui, loi, c'est ça. puis c'est ça qui insécurise, je pense, plusieurs personnes. Surtout des personnes qui sont dans un type de personnalité comme le mien, parce que c'est pas vrai que ça va bloquer tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui sont plus dans d'autres types de personnalités qui, eux, vont être ah ben tu sais, go, YOLO. moi j'y vais, puis je ferai face à la musique quand ça se passera, s'il y a lieu. Euh, Moi, je suis vraiment plus dans une approche prudente, si on veut. Fait que pour moi, clairement, ça, c'est un enjeu. Puis je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes qui sont dans ce type de personnalité-là ou plus insécure. Tu sais, il y a beaucoup de professionnels qui ont peur, entre guillemets, de leur ordre Mhm. professionnel ou peur des sanctions ou autres. Moi, je disais à la blague, mais pas tant à la blague au début, que j'avais l'impression que mon ordre professionnel était toujours là sur mon épaule, tu sais, à me Ah suivre oui, puis me hein? regarder. Puis, puis si je suis honnête, au fil du temps, ce que j'ai réalisé, c'est que oui, il y a l'ordre, mais il y a aussi je vais appeler ça une chasse aux sorcières, peut-être un petit peu, Mhm. qui vient de Mhm. l'interne. C'est-à-dire que oui, il y a l'ordre, mais il y a beaucoup les pairs aussi, malheureusement, qui en font partie. C'est-à-dire que de mon expérience puis de ce que j'ai vu au fil des années, les plaintes à l'ordre ou les dénonciations vont rarement venir de la part du public, mais plus de Ben la non. part d'autres professionnels qui vont... puis c'est correct dans un sens parce que dans nos codes, on a l'obligation de dénoncer des pratiques qui seraient contraires, mais ce ne sont pas toutes les plaintes qui s'avèrent fondées aussi. Fait que quand on s'expose, ça fait réagir d'autres personnes aussi nécessairement. Fait qu'il y a des gens qui ont vécu des mauvaises expériences ou qui ont peur par rapport à ça. Fait que oui, il y a l'ordre, mais il y a aussi les pairs. T'sais, on est dans des professions très quand même rigides, je vais dire, dans certaines mesures. Fait qu'il y a, bref, il y a ces craintes-là qui sont bien présentes, puis de qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que je peux pas faire, puis où sont les balises, puis qu'est-ce que c'est vraiment les balises, puis on a des services, tu sais, on peut faire appel à nos ordres pour poser des questionnements. Nous, dans notre cas, c'est la direction des affaires professionnelles qui est super soutenant pour la pratique professionnelle, mais leur rôle, c'est pas d'interpréter la loi. Donc, tu Mhm. sais, si je les consulte en lien avec l'interprétation de mon code de déontologie, ben, j'en aurai pas de réponse Ouais. claire. Tu sais, la responsabilité revient sur moi ultimement. Puis, un autre exemple est aussi que nous, les travailleurs sociaux, il y avait des balises pour la pratique autonome, pour l'exercice en pratique autonome jusqu'en 2020. Ces normes d'encadrement-là ont été abolies en 2020, ce qui est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que, tu sais, avant, il fallait avoir un nombre minimum d'années de pratique, il y avait des formations obligatoires à suivre, il y avait une obligation de supervision, un nombre d'heures dans les premières années de pratique autonome. Maintenant, ça a été aboli en 2020, mais ce que ça fait, c'est que ça vient mettre plus de responsabilités sur nos épaules au niveau de tout ce qui est, évidemment, la notion de compétence, le devoir de compétence qui figure dans nos codes, mais tout ce qui vient autour. Fait que ça a facilité l'accès, mais cet accès facilité-là est venu avec des contre-coups aussi de des gens qui se sont fait taper sur les doigts parce Mm. qu'ils n'ont pas bien pris le temps de s'informer ou de réfléchir, puis on sait pas ce qu'on sait pas. Ouais. Fait que des fois, il y a des mauvaises surprises qui en découlent. Fait que dirais-tu des fois qu'il peut y avoir une peur un peu sous-jacente de dire ben je veux pas trop m'exposer ou me mettre de l'avant parce que ben justement plus on attire le regard de nos pairs ou plus on démontre une certaine forme de réussite, ça peut amener justement je veux dire le mauvais œil ou tu sais la chasse aux sorcières que tu Ouais, parlais. Parce que des fois c'est pas inconscient, hein, des fois c'est pas non. conscient, je veux dire c'est plus dans le domaine du inconscient, des fois c'est la peur
de l'échec, mais des fois, c'est la peur de réussir qui bloque Ah, des absolument. entrepreneurs. Absolument, absolument. Puis il y a aussi le fait, je pense qu'il y a une question tout autour des valeurs aussi, c'est-à-dire que dans le domaine de la relation d'aide, on est beaucoup dans les Ouais, professions de don de soi. ouais. Puis quand on arrive en pratique autonome, ben des fois, je dirais plus de la part de nos pairs que de la part du public en tant que tel, mais des fois, il y a une perception de, OK, ben la personne va en pratique autonome parce qu'elle veut mettre ses intérêts, elle veut faire passer ses intérêts personnels, financiers ou autres devant les intérêts de la clientèle. Mhm. Alors que je veux pas dire que c'est jamais le cas. Oui, il peut y avoir des gens pour lesquels c'est le cas. Oui, il peut y avoir des gens pour lesquels c'est en partie vrai, mais en partie faux aussi. Donc, il y a des Ouais. préoccupations autant pour soi que pour la clientèle. Mais il y a beaucoup de professionnels pour lesquels aussi le choix d'aller en pratique autonome est vraiment dans un intérêt d'accessibilité ou de développer des services qui vont permettre de répondre aux besoins de la population. C'est Fait que ça, de ça, ce flexibilité. jugement-là ou de devoir se justifier par rapport à nos intentions aussi, c'est difficile. De parler d'argent, c'est très confrontant aussi, alors que, tu sais, je me permets de te dire que réalistement, c'est là que c'est drôle parce qu'il y a des écarts, mais réalistement, une travailleuse sociale qui travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux au public, qui est payée par l'État, versus une TS qui débute en pratique autonome, ben, au niveau rémunération, là, ben, fort probablement que la TS qui est embauchée au public va avoir un revenu plus élevé Hmm. annuellement, sans compter les avantages sociaux et tout ça. Parce qu'il n'y a pas les Surtout en phase dépenses, c'est ça que tu veux démarrage, dire? surtout en phase démarrage, puis Ouais. parce que il y a environ, je, je vais y aller grossièrement, mais probablement à peu près 50% du temps qu'on fait qui est facturable. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, à l'inverse de d'autres professions, tu sais, nous, on va facturer quand on est en intervention directe majoritairement, puis là, il y a d'autres façons, d'autres modèles d'affaires, etc. Mais dans le modèle classique d'intervention, je vais dire, ben, je vais facturer pour le temps que je passe avec le client, mais la préparation de rencontre, la tenue de dossier, c'est pas du temps qui est facturable. Mhm. Puis souvent, on va avoir des démarches hautes, on va parler avec d'autres professionnels et tout. Parfois, il y a des professionnels qui vont le facturer, mais d'autres non. Donc, ça fait en sorte que quand je travaille dans le réseau, si je travaille 37,5 heures, je suis payée 37,5 heures. Ouais. Alors qu'en pratique autonome, ben oui, j'ai non seulement des dépenses, mais si je travaille, si je vois 20 clients par semaine, par exemple, pour un 40 heures à peu près, ben je vais être payé 20 heures. Fait que ça, faut le réfléchir. Puis on n'a pas ces notions-là quand, tu sais, à l'école, on nous apprend pas à être travailleur autonome. Fait que c'est souvent quelque chose qui est difficile, tu sais, d'établir une tarification, de réfléchir à tout ça pour que ce soit un projet de pratique qui est rentable. Fait qu'il y a des ajustements en début de pratique, surtout si on se lance par nous-mêmes puis qu'on n'a pas ces référents-là, ce qui fait en sorte que, ben, c'est ça, le revenu au départ, puis surtout si je démarre ma pratique, j'aurai probablement pas 20 clients par semaine dès les débuts non Ben plus. non, c'est ça aussi, là, la cour. Mais je trouve ça intéressant que tu en parles de cette façon-là parce que ce que je comprends, puis ce que ça amène comme perception, c'est que, tu sais, par rapport à quelqu'un comme moi, c'est qui est étudiant en marketing, mais tu sais, on a toujours un tronc commun, un peu comme avec la technique que tu as fait en Oui. gestion, que j'ai fait aussi, fait que c'est drôle. Mais tu sais, on a quand même des bases en comptabilité, finance et tout Ouais, ça, fait qu'on apprend un petit peu le cerveau business, j'ai envie de dire, comment ouais. fonctionne une entreprise, les mécanismes et Nous, tout pas ça. du tout. Mais c'est ça, la relation d'aide, on Pas t'apprend du à tout. intervenir, comprendre, tu sais, psychologie humaine, intervention, communication, mais personne va te dire OK, mais là, c'est parce que si tu charges 100 de l'heure, c'est 1 heure facturable. Mais là, dans le fond, c'est 2 heures que tu vas travailler par intervention. Donc, finalement, c'est 50 de l'heure. Puis là, là-dedans, il faut que tu payes ton bureau, il faut que tu payes Ouais, tes tout cotisations ce à qui vient l'ordre, il faut que tu autour. payes ci, c'est ça. Fait que Mhm. finalement, tu es payé 20 piastres de l'heure, là. Oui. Fait que, tu sais, puis pourquoi je parle de ça, en fait, c'est que c'est juste pour amener l'effet contraire. C'est-à-dire que si j'avais initialement, si j'avais voulu, si ma considération avait été financière, je serais restée dans le réseau public Ben oui. parce que ça aurait été, au point de départ, plus avantageux pour moi financièrement. Après ça, au fil du temps, bon, la pratique autonome, oui, peut devenir plus avantageuse financièrement, mais pas nécessairement. Ça dépend le pourquoi tu le fais. Si c'est pour Mhm. avoir plus de temps, plus de latitude, etc., ton objectif sera pas d'aller chercher un revenu plus élevé. Tu vas peut-être vouloir accoter à peu près ce que tu aurais eu
Ouais. dans un autre milieu, mais pas nécessairement dans un objectif de générer des revenus, faramineux par rapport à ça, là. Mhm. Mais concrètement, là, parce que, tu sais, je Mhm. disais tout à l'heure, dans l'ordre professionnel qui agit comme un chien de garde pour justement pas que Ouais, ça devienne la jungle, comme plus dans mon industrie, le oui, marketing, le business ouais, en ligne, c'est très jungle, ça va oui, dans tous les sens. Puis ouais, au final, ben, c'est notre propre éthique personnelle qui vient teinter comment on va faire les choses. Dans ton tout à cas, fait. c'est pas juste ton éthique à toi, c'est aussi ce que l'ordre Ouais, te guide à faire. Concrètement, dans la majorité des cas, parce que je sais qu'il y a plusieurs ordres, donc plusieurs ouais, réglementations, mais c'est quoi les grandes choses, les actions en fait, ou les trucs à mettre en place ouais, que tu peux pas faire parce que tu fais partie de l'ordre? ouais. Puis il y a beaucoup d'ordres, mais tu sais, essentiellement, pour avoir consulté plusieurs codes, ça se ressemble Ouais. énormément. Puis j'ai envie de dire que c'est pas négatif en soi, dans le sens où ça se rapproche beaucoup d'un marketing éthique, en Mhm. fait. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas faire du marketing qui s'adresse à la vulnérabilité des gens. Fait que, tu sais, le marketing axé sur la douleur, là, ou le pain, là, mais Ouais. ça, c'est non. Mais est-ce que ça veut dire que tu peux pas faire de marketing? Non, c'est pas ça le point. Mais c'est que tu vas pas aller cibler les difficultés des gens pour faire ton Aller marketing. creuser, puis ouais. Tu sais, comme Mhm. t'es tanné de te sentir comme ça, ou tu sais, comme toutes ces formulations-là, ben c'est moins approprié, disons. Ouais. Tout ce qui est l'utilisation de témoignages aussi, c'est proscrit. Donc, même témoignages anonymes, on ne peut pas utiliser de témoignages, on peut pas encourager les gens à nous laisser des avis, des étoiles, etc. Ça, dans l'application, certains ordres sont vraiment plus rigides que d'autres. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, moi, dans le cas de mon ordre professionnel, même, je vais te donner un exemple super concret, mais les compagnies d'assurance, quand les gens font une réclamation, il y a certaines compagnies Oui. d'assurance qui invitent à coter le service, par Oui, j'ai exemple. vu Puis ça. j'ai déjà vu des gens que j'ai accompagnés post-inspection qui se faisaient reprocher que, par exemple, sur la plateforme de Lumino-Santé de Sun Life, ben, il y avait des étoiles, mais il n'y a rien qu'on peut faire. C'est pas nous qui demandons à la clientèle de mettre un nombre d'étoiles. On peut pas le Même désactiver non Google, si tu as plus. une fiche Google, Exact, c'est pas possible de le c'est ça. désactiver. Sur les pages Facebook, on On peut. peut. Donc, tu sais, où on peut contrôler, on contrôle, mais l'utilisation de témoignages, quel qu'il soit, même de partager une appréciation d'un nombre d'étoiles, par exemple, que les gens ont donné, on peut pas utiliser ça C'est drôle parce qu'il parce que existe c'est des du cas sites. par cas. Oui, c'est ça, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai tout de suite pensé, tu sais, le site Rate My Doctor, là, où les... Oui, Puis ça, c'est ouais, comme, c'est zéro le médecin mais ils ont pas de qui fait ça. contrôle. Non, mais ça Non, reste c'est qu'on va le ça. voir pareil, des fois, tu sais. Ouais, mais le médecin pourrait pas aller chercher un témoignage qui a été mis là Non, puis l'utiliser pour promouvoir sa pratique. Tu sais, fait que non, c'est non. ça qui arrive derrière. On peut pas non plus. euh, En fait, tu sais, on a un devoir de réserve quand on va s'exprimer publiquement ou qu'on va partager une opinion parce qu'on représente quand même une profession. Donc ça, Ouais. faut être prudent par rapport à ça. On a un devoir de compétence aussi, donc on doit s'assurer que ce qu'on partage, les messages qu'on véhicule, ben que c'est appuyé sur les best practices, que c'est pas sorti nulle part. Fait que ça, c'est une chose. Ensuite de ça, on peut pas discréditer que ce soit un collègue ou faire croire que ce qu'on offre est meilleur que quelqu'un d'autre. On peut pas promettre de résultats non plus. À jamais, en fait, Jamais, parce que ouais. on le sait pas, en fait. On peut pas garantir. Nous, on est garant Mhm. du processus, mais tu sais, les résultats vont dépendre de plein de choses, puis ce qui va avoir fonctionné pour une personne, puis c'est là où l'utilisation de témoignages est proscrite, parce que c'est pas parce que toi, tu as reçu de ma part, par exemple, un accompagnement A1, qu'une autre personne va vivre la même expérience dans un contexte qui est différent, avec des besoins qui sont différents aussi et tout. Euh, Fait que, tu sais, c'est ce genre d'éléments-là qui ressort beaucoup. Évidemment, tu sais, tout ce qui est... Puis ça, c'est pas inscrit directement, mais tout ce qui est au niveau du dévoilement de soi, tu sais, il faut rester prudent pour la limite professionnelle. OK, ben c'est Euh, là d'abord que ça vient, ça. Parce que, tu sais, quand je travaille avec des professionnels, justement, ben, tu sais, comme toi, Stéphanie, des fois, mhm, c'est je le ouais. vois, la réticence de, OK, ben ça, je serais prête à le faire, mais ça, je serais pas prête. Puis il y a vraiment des fois même un certain blocage à dire, je veux pas trop montrer ma vie, je veux pas.
Puis des fois, je me dis, mais tu sais, on s'entend que si tu montres, mettons, Ça ton vient pas de la chien... pub. Ouais, ça vient pas des éléments de pub ou de code de déontologie tant que OK, ça, selon mon point de vue, mais plus de nos formations. Tu sais, on OK. nous apprend vraiment à faire très attention au dévoilement de soi. C'est même proscrit, tu sais, dans certaines professions. Donc, tu sais, certaines Pour personnes garder sont plus à l'aura l'aise. du professionnel Ouais, neutre. exact, exact. Ceci dit, après ça, c'est un peu à chaque professionnel de gager ça, j'ai envie de dire. Moi, je dis toujours que ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. On est des humains avant tout. Puis des fois, tu sais, moi, en termes, admettons, là, je vais donner un exemple concret, mais j'interviens auprès de la clientèle militaire, famille de militaires, et je fais moi-même partie d'une famille de militaires. Enfin, pour moi, le fait de le nommer, c'est pas juste pour créer un lien avec la clientèle. Oui, ça facilite, parce qu'il y a Mhm. certaines personnes qui vont dire, OK, elle comprend réellement, c'est un atout, mais c'est aussi sur le plan de l'éthique pour être transparente et faire en sorte que, ben, j'appartiens à la même communauté. Donc, ça se peut que, puis ça permet en début de suivi de mettre les balises aussi, puis aux gens de choisir de façon, il y a toujours la notion de consentement libre et éclairé, là, qui revient partout dans nos professions, mais Ouais. les gens, en sachant que moi aussi, je fais partie de la réalité, ça pourrait être un atout pour certaines, mais d'autres personnes pourraient décider que, oh non, moi, je préfère vraiment aller voir quelqu'un qui est neutre. Mhm. Euh, Évidemment, ça implique pas que je vais raconter ce que je vis en lien avec la vie militaire, etc. Mais parfois, je vais utiliser des brides dans le sens où, pour permettre de créer le lien avec la communauté. Mais les gens ne sauront pas ma vie privée, mais ils ont quand même l'impression de me connaître un petit peu plus par certains éléments que je vais choisir de dévoiler. Mais bref, ça, c'est une corde qui est sensible pour plusieurs professionnels, la question de dévoilement de soi. Puis comme je Ouais. le dis, je pense que ça vient plus de nos formations que du code à proprement dit. C'est sûr que dans le code, il y a comme toute la notion de conflit d'intérêt, puis tu sais, de double relation, puis qu'il faut être prudent par rapport à ça. Fait que ouais, Mhm. ça rentre dans la zone grise. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont un peu floues ou que ça porte à interprétation. Puis même, justement, dans l'interprétation qui va en être fait, il y a certaines professions qui vont être vraiment plus à cheval là-dessus. Tu sais, j'ai Ouais. déjà entendu des gens se faire reprocher d'avoir montré leurs enfants, par exemple, dans une story, alors que pour une autre profession, peut-être que ça aurait pas été si problématique, là. C'est fou parce que, tu sais, c'est sûr que mon œil extérieur, qui fait pas partie d'un autre professionnel, des fois, je regarde ça, puis, tu sais, un des exemples qui est le plus flagrant, je trouve, ben, un des exemples, c'est que, tu sais, mettons, on compare, par exemple, le ou la nutritionniste Ouais. qui fait partie de l'ordre, qui ne peut pas utiliser de témoignages ou d'études de Mhm. cas pour parler de, par exemple, un processus, je sais pas, alimentation intuitive, whatever, Ouais. c'est quoi, Ouais. versus quelqu'un qui a pris un petit cours en ligne sur la nutrition, qui va se brander coach en nutrition Qui va souvent et charger plus cher qui va aussi que charger le plus professionnel qui est membre cher. d'un ordre, parce que, tu sais, nos tarifs sont balisés d'une certaine façon aussi, là. Mm. Exact. Fait qu'ils vont charger plus cher, vont pouvoir faire du gros marketing, de la peur, des Oui. douleurs et tout ça. Va pouvoir aussi même faire payer d'avance des gros Ouais. programmes, parce que ça, je sais que vous avez pas le droit. On peut pas Non. prépayer pour Non. des services non rendus. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça que je me dis, moi, d'un point de vue, je me dis, mais qu'est-ce qui protège réellement le public là-dedans, dans le sens, tu sais, si tu compares, ben là, tu te dis, ah, ben elle parle jamais qu'elle a des résultats, parce qu'elle peut pas, parce que, tu sais, ça, Non. c'est pas, c'est ça. Versus quelqu'un qui va arriver avec Mm. un gros marketing plus agressif. Des fois, ça me fait mal parce que je le sais à quel point, tu sais, les professionnels ont Des une compétences. expertise, une compétence Ouais. beaucoup plus pointue. Puis, tu sais, c'est Ouais. Puis correct, là, c'est ça. ça, c'est intéressant ce que tu nommes là, parce que, tu sais, même ça, la notion d'expertise, c'est expertise, spécialisation, ce sont des termes qui sont balisés dans le code des professions. C'est-à-dire que OK? chez Monsieur, Madame, tout le monde, justement, qui a suivi un cours sur Udemy en Ouais. nutrition, par exemple, et il se dit spécialiste tu sais, en alimentation intuitive, par exemple, mais nous, on peut pas utiliser les termes spécialiste puis expert, sauf si on a une formation qui atteste de cette expertise ou de cette spécialisation-là, et ce sera pas une certification de quelques heures. On parle généralement d'études de deuxième, troisième cycle en lien avec Ouais, le ouais. sujet. Fait que moi, qui, par exemple,
intervient auprès de la communauté militaire depuis une dizaine d'années, qui fait partie de ce mode de vie-là. Je peux pas dire que j'ai une spécialisation en intervention auprès des familles de militaires, ni une expertise, parce que j'ai pas de formation ou de diplôme qui l'atteste. Fait que C'est ça aussi, intéressant. ça va créer un clash, parce que souvent, il y a des professionnels qui ont pas de, des professionnels, des intervenants, des gens sur le web qui ont pas de réelle expertise, mais qui vont se présenter comme experts en santé mentale ou experts en anxiété, etc., Mhm. avec un diplôme obtenu avec un 10-12 heures de formation, puis des gens qui ont étudié pendant 4 ans la santé mentale peuvent pas se présenter comme ayant une expertise ou une spécialisation en lien avec l'anxiété ou en lien avec les troubles dépressifs ou en lien avec name it, ce Mm. que tu veux. Ouais. Fait il y a ça, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas possible de se promouvoir? Mais non. Moi, j'y crois pas. C'est de le faire autrement, puis de comprendre justement comment on peut se positionner. Tu sais, moi, je l'ai écrit sur une de mes pages de vente, là. Normalement, c'est ici qu'on retrouverait des témoignages, mais je peux pas en mettre parce que je suis membre d'un autre professionnel. Fait que- Puis Brillant. on a décidé J'adore. stratégiquement de l'indiquer comme ça parce que justement, les gens sont habitués de voir des témoignages sur des pages de vente. Fait que le fait de ne pas en voir peut amener à dire, hey, mais pourquoi, tu sais, c'est louche, il y en a pas. Ben, j'ai décidé de l'adresser. Tu sais, normalement, c'est ici que ce serait, mais je peux pas en mettre. Fait que voilà. Ouais. Puis même quand il y a des Puis témoignages, là, il y a tellement des façons d'utiliser ça de façon plus éthique. Tu sais, moi, j'ai le droit d'en faire, mais tu sais, il y a quand même une ligne à tracer entre qu'est-ce qui est un témoignage puis qu'est-ce qui est juste, comment dire, de l'ego, ou, tu sais, parce qu'à quelque part, on exact. n'est pas responsable du succès de nos clients. Tu sais, dans le sens qu'on peut accompagner, on peut contribuer à, mais Ouais. des fois, de la façon que c'est utilisé, même je suis comme, hey, c'est parce que, tu sais, la personne, ça l'a laissé 8 témoignages, tu sais, sur 8 programmes Mhm. différents, puis elles ont toutes faites. Elle dit Ouais. toutes que c'est le programme qui a permis de faire X, Y résultats. À qui C'est pas la. appartient vraiment ce succès Oui, rendu là? Tu comprends? Et je suis comme, effectivement, redonnons à effectivement. César ce qui appartient. Oui. Puis, Ouais. tu sais, c'est pour ça que moi, ce que je dis toujours quand j'accompagne les professionnels, là, parce que, tu sais, les codes de déontologie et tout ça, ça fait peur, ça limite des beaux projets créatifs de mon point de vue, là. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup de gens qui se limitent. Fait que moi, je ramène toujours les gens en début de processus à laisse faire le code, là, mets ça de côté. En première étape, là, on va juste réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, mais comment tu as envie de le faire aussi. Puis après ça, une fois que ça sera réfléchi, là, on va sortir le code, puis on va venir mettre le contour. Fait que moi, j'appelle ça développer le terrain de jeu de l'intérieur plutôt que de commencer par faire le cadre autour. Fait que Mhm. développons. Toi, as-tu le goût d'avoir des balançoires, des glissades, qu'est-ce que tu veux dans ton terrain de jeu? Puis après ça, on va s'assurer qu'il soit sécuritaire, puis qu'il corresponde aux normes et tout ça. Mais en fonctionnant de cette façon-là, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce qu'on pense souvent. Versus si on essaie de le faire de l'inverse, puis qu'on part des documents, puis on se dit, OK, mais là, comment mon projet peut exister Mm. là-dedans? Ça étouffe beaucoup. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, je pense, foncièrement, derrière, demeure une question de protection du Ouais. public, tu sais, de s'assurer, justement, tu sais, quand je dis notre devoir de compétence, ben, tu sais, c'est un devoir qui est important. On peut pas dire n'importe quoi. Je peux pas promouvoir puis j'ai rien contre ce que je vais nommer là, mais je pourrais pas recommander des huiles essentielles pour la gestion de l'anxiété. Mhm. Parce que je suis pas formée en aromathérapie, j'ai pas d'expertise en lien avec ça. Au niveau des best practices, à ma connaissance, il n'y a pas nécessairement d'études approfondies là-dessus, etc. Fait que je peux pas aller vers ça. Par contre, ben ça amène aussi une notion de rigueur, puis c'est ce qui fait en sorte que sur le plan du marketing, puis moi c'est un défi que j'ai eu et tu le sais, c'est que souvent ce que ça va faire, c'est qu'il y a plusieurs professionnels qui vont s'exposer, qui vont le faire uniquement dans du partage de contenu éducatif. Parce que Ouais. là, c'est safe, c'est sécurisant, on est balisé, on le sait, on amène des références, on est appuyé, etc. Mais c'est pas toujours ce qui attire le plus la clientèle ou qui correspond davantage aux besoins. Fait que là, c'est là le défi de passer du contenu éducatif à la vulgarisation ou à l'amener sous forme de storytelling qui a comme une visée ultimement éducative, etc. Mais comment je peux tweaker ce contenu-là euh, qui amène mon expertise, puis là, pas au sens de je suis experte en regard de ce qu'on a Oui, dit oui. tantôt, mais qui met de l'avant mes compétences professionnelles, puis qui développe cette confiance-là
avec le public que je veux desservir, mais sans être juste dans du contenu éducatif où je te transmets du contenu universitaire qui est pas nécessairement ce que tu as envie ou ce que tu as besoin de consulter, tu sais. Ben merci de le nommer parce que comme je te disais, dans les dernières semaines, derniers mois, tu sais, ça a tombé comme ça, là, c'est arrivé, tu sais, il y a eu plus Ouais, une concentration de professionnels qui sont venus vers moi pour justement de l'accompagnement, pour être capable justement de mettre en contenu, tu sais, juste leur expertise, mais aussi aller un petit peu ouais, plus loin, puis être capable de promouvoir que ce soit des formations, des ouais, accompagnements, peu importe l'offre. Puis je me rends compte à quel point c'est vrai que comme vous êtes tellement solide dans vos compétences et expertises, moi je vais le dire comme ça, là, mais on comprend, là, ouais. euh, c'est tellement plus facile de dire, ouais, mais gars, je vais parler de tel sujet, pour moi c'est fluide, c'est ça mon dada, c'est ce que je maîtrise. Parfait. Mais est-ce que la personne que tu vises avec ton contenu a envie d'ouvrir son téléphone à tous les jours pour apprendre de cette façon-là sur un sujet? Puis c'est là le Hmm. constat, c'est que moi, je le vois dans mon algorithme et moi, j'adore personnellement suivre des professionnels, tu sais, comme des médecins, psychologues, Mhm. travailleurs sociaux, name it, là. Il y en a plein là, sur les réseaux sociaux, puis Ouais, tant mieux, on en a besoin parce que ils viennent un peu contrecarrer les pseudo-experts. Puis je pense que ceux avec qui on connecte le plus ou qui viennent nous chercher un petit peu plus dans notre cœur, j'ai envie de dire, c'est ouais. souvent ceux qui ne font pas que, tu sais, pas du contenu juste d'enseignement, mais qui Mhm. vont amener leur expertise. C'est pas des gens, tu sais, c'est niaiseux, là, mais je pense, l'exemple qui me montre tout de suite, là, il y a un médecin intensiviste à la Cité de la Santé, il s'appelle Joseph Dahin. Il est très fort sur TikTok principalement, là, mais il est sur les autres plateformes, je crois aussi. Et on s'entend, là, il y a quand même, tu sais, il est médecin, il travaille dans un Ouais. hôpital, il est occupé dans le jus, il en connaît des affaires, Mhm. tu sais, intensiviste Ouais, en plus, c'est très des soins aigus. ouais. Puis des fois, ça arrive qu'il va faire des contenus parce que les gens posent beaucoup de questions sur la profession de médecin et tout ça. Mhm. Il va montrer, OK, ben voici ce à quoi ça ressemble, les espèces de chambres là, quand ils sont de garde, puis ils dorment à Ouais, l'hôpital. Puis là, il explique comment ouais. ça se passe. Puis, Comme en mais behind the scene. Ouais, exactement, fait que ça, pour moi, c'est du contenu de connexion. Tu sais, d'ailleurs, lui, il ouais. n'y a rien à vendre, là, ça fait que c'est peut-être pas Non. l'exemple ultime. Il ne me vend pas de Ouais, formation ouais. pour devenir intensiviste, mais ce que je veux faire comme parallèle, c'est que il est pas en train de dévoiler sa maison, son chien, sa femme, s'il y en a, ses Non. enfants. On connecte pas à l'homme dans sa vie privée, mais on connecte à la réalité de ce que c'est travailler dans un Mhm. hôpital, aux soins Ouais, intensifs, être de garde. Puis ça connecte énormément. Tu sais, même chose avec exact. des psychologues qui vont parler de justement comment mettons exemple, comment on gère une clinique j'allais dire en Mhm. présentiel ou tu sais, les Ouais, défis. ouais. Même chose, toi, avec la pratique autonome, tu sais, tu as plein de choses à enseigner sur les meilleures pratiques, mais comment toi, tu les intègres dans ta vie. Fait que, tu sais, je Mhm. trouve ça vraiment intéressant que tu l'abordes parce que justement, ça me fait glisser à notre autre sujet. Tu as vu, j'imagine, parce que c'est ça que tu as fait, tu as vu une opportunité de former tes pairs en pratique autonome, comment mieux Mhm. s'organiser, comment et Ouais. d'ailleurs, tu fais de la formation pour ton ordre professionnel, Oui, donc oui. hein, c'est pas rien. Ouais, ouais. Mais ça a C'est été un venu élément de comment? peur. Mais Oui? ouais, ça a été un élément de peur aussi. Ouais, parce que dans le fond, comment c'est arrivé tout ça, c'est que il y avait pas grand-chose qui existait en lien avec la pratique autonome du côté de mon ordre. Puis justement, post-démarrage, quand Ouais. je me disais, ben là, il faut qu'il y ait un sens et tout ça, c'est ça qui m'a amené à développer quelque chose. En fait, ben mes pairs sont venus vers moi pour me dire, on a besoin d'aide. J'ai développé quelque chose. J'ai lancé ma formation en mars 2022, je m'en rappelle, parce que j'ai accouché en janvier 2022, puis j'étais comme sur les OK. derniers milles avant de lancer la formation. Fait que j'ai lancé la formation en mars 2022, puis à peu près un an plus tard, je reçois un courriel de mon ordre professionnel qui me demande de me rencontrer. Fait que là, Là, tu tout as l'impression que professionnel ça va. sait que, qu'est-ce qui se passe? Fait que je me présente à cette rencontre-là et on me dit que ben ils ont été mis au fait justement que j'avais développé une formation, des services pour accompagner les professionnels en lien avec le démarrage de la pratique autonome, que de leur côté, ben c'est un besoin puis qu'il y a pas grand-chose qui existe du côté de l'ordre, donc ils aimeraient créer un partenariat avec moi pour que je développe une formation qui serait offerte par l'ordre. Ben en fait, c'est moi qui l'offre, mais Via relié avec l'ordre. l'ordre, en Ouais. fait. Ouais, c'est ça. En lien avec la pratique autonome, parce qu'ils voient qu'il y a des enjeux, autant, comme je disais tout à l'heure, avec l'abolition des normes de pratique, ben, dans les inspections ou dans les enquêtes du syndic, ils voyaient certaines lacunes et tout.
Et bon, ils souhaitaient offrir quelque chose aux membres en lien avec ça. Donc, on m'a approché pour développer la formation. Fait que, la première étape, c'est qu'ils ont suivi ma formation que j'offrais en privé. Donc, Le tu sais, j'ai stress, hein? envoyé les accès. Ouais, j'ai envoyé les accès pour qu'ils puissent suivre la formation. Puis après ça, ben, ils sont arrivés avec quelles étaient leurs demandes, leur vision à eux, parce qu'évidemment, l'idée était pas de dupliquer ce que j'offrais déjà en privé, mais d'offrir quelque chose selon leur vision à eux. Donc, de là est parti le travail de développement. Donc, comme je disais, c'est moi qui ai développé la formation à partir de leur commande, en fait comme travailleur autonome, vraiment. Mhm. Puis, je dispense cette formation-là là, depuis avril 2024, donc à peu près 7 à 8 fois par année à mes pairs. Donc, je trouve ça le fun que l'Ordre ait eu cette ouverture-là d'offrir quelque chose. C'est un point de départ, c'est pas parfait, dans le sens Mais que ça c'est devait être tellement intimidant complexe. de dire Oui, j'incarne le oui, rôle de former mes oui, pairs oui, au absolument. départ. Surtout, tu sais, je me rappelle encore à un certain moment donné, l'ordre m'a dit, OK, bien, on aimerait que cette formation-là que tu offres pour les membres, on aimerait organiser une séance de formation à l'intention des inspecteurs et inspectrices de l'ordre. Donc, mon groupe, les 19 personnes qui étaient présentes, c'était des inspecteurs et des inspectrices de l'ordre. Fait que, tu sais, oui, c'est intimidant parce que là, tu te dis, OK, et là, tu sais, je vais-tu me faire prendre en défaut? Y a-tu quelque chose? C'est surtout pour quelqu'un comme moi qui, je le disais tout à l'heure, qui est très consciencieuse puis qui veut que les choses soient faites by the book. Mhm. C'est intimidant, mais en même temps, c'est une belle reconnaissance, je pense. Puis c'est ce que j'essaie d'intégrer, là, que c'est une belle reconnaissance de la part de mon ordre de dire, OK, bien, on te fait assez confiance pour te demander de développer ça, puis on reconnaît le besoin aussi. Euh, Fait que, oui, mais oui, très, très intimidant. Puis je veux dire, ça arrive régulièrement là, que je vois que l'Ordre des travailleurs sociaux regarde mes stories et tout. Puis encore aujourd'hui, tu sais, après 5 ans, quand je vois que l'Ordre regarde mes stories, même si je sais que je fais les choses de la bonne façon, il y a toujours un petit « OK », tu sais. Ben, Puis ce qui c'est m'a le... aidé au fil du temps, c'est de me dire, c'est juste quand je publie quelque chose, puis c'est là que ça peut être tannant versus quelqu'un qui est plus spontané, mais c'est je me demande toujours est-ce que je serais capable de justifier ou est-ce que je suis à l'aise avec ce que j'ai partagé ici maintenant si on me questionne. Puis si la réponse est oui, go. Si la réponse est non, tu sais, je le retravaille pour être à l'aise. Là. Mhm. On dirait que le feeling, là, c'est comme quand tu passes aux douanes. Tu sais, tu le sais que t'as rien à cacher, tu sais que toutes tes affaires Ouais, sont good, mais on dirait que t'es quand même ouais, stressé parce que c'est ouais, l'autorité qui ouais, va établir si t'as bien fait ouais. ou pas, là. Fait que Puis j'avoue c'est que... intéressant parce que souvent, ça préoccupe plus ceux qui font les choses de la bonne façon que ceux qui s'en foutent, tu sais. Effectivement, Mais c'est ça pareil, tu sais. Puis Ouais, là, dans le fond, avec le temps, tu sais, il y a eu, comme on a dit, cette formation-là en parallèle avec l'ordre. Toi, tu as continué ouais, à faire tes propres cohortes. Mais ouais. là, tu as quand même beaucoup développé là, cette posture-là de, tu sais, de mentor Oui, pour tes d'accompagnement des pairs. professionnels. Ouais. Ouais. Comme, Aujourd'hui, je comment te c'est dirais venu? plus que la moitié de ma pratique, probablement. Plus que la moitié de ma pratique. Donc, tu sais, c'est sûr que là, mon offre de service est diversifiée. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'approche de co-développement professionnel. Fait que j'ai des groupes de co-développement. Quand j'ai commencé ça il y a 4 ans, j'avais un groupe pour l'année, la deuxième année 2, la troisième année 3. Cette année, j'ai 4 groupes qui roulent Wow. en co-développement, en plus de la formation, de la supervision, de l'offre de services en consultation aussi. Fait que c'est ça, ça a pris plus d'envergure au fil du temps. Puis je trouve ça le fun parce que c'est ce qui me permet de combiner différents intérêts. Parce que si je reviens au début, tu sais, je disais que je voulais être policière communautaire, tu sais, c'est la prévention a toujours été au cœur de mes intérêts dans la vie. Puis Mhm. en accompagnant les professionnels de cette façon-là, mais je pense que c'est une forme de prévention aussi puis de contribution à la protection du public, tu sais, parce que j'y crois à cette éthique de travail-là. Puis je veux dire, les gens que j'accompagne, c'est généralement ceux qui ont ces mêmes préoccupations-là. Là. C'est ce que j'attire aussi. Fait que je pense que dans le positionnement, il y a quelque chose d'important dans le sens que les gens qui viennent vers moi le savent que je suis quelqu'un qui est rigoureuse puis que je suis by the book sur l'éthique et c'est pour ça qu'ils viennent vers moi. J'attire Mhm. pas ceux qui veulent contourner les règles du système puis qui, tu sais, qui s'en foutent un petit peu. Euh, puis c'est correct comme ça, mais je pense que mon positionnement s'est défini en ce sens-là, puis ça fait que ça croît naturellement quand même bien Ouais. là. Mm. Ben, je trouve que tu sais, je trouve que t'es un beau modèle, justement,
de croissance d'entreprise parce que, bon, on sait qu'un modèle à la tarification, tu sais, à l'heure ou à la prestation de Ouais, service, comme dans ton cas de travailleurs sociaux, ça vient avec, tu sais, des rencontres individuelles qui ouais. sont souvent chargées à l'acte. Fait qu'il y a comme naturellement, j'ai envie de dire comme une espèce de plafond de verre. C'est-à-dire que si tu fais, Mmh. comme l'exemple que tu disais précédemment, tu sais, 20 rencontres individuelles par semaine, à un Mmh. tarif X, tu vas être à un moment donné plafonné et tu n'auras pas Ouais. la possibilité de faire plus de revenus. Puis je le sais que Non. on est en relation d'aide ici, on parle de, tu sais, Ouais. de professionnels. Puis je sais que des fois, l'argent, c'est comme un sujet un peu tabou parce qu'on profite pas de la misère des gens. Je veux dire, le médecin, il se pose pas la Non. question, là, s'il est en train de Mmh. profiter de la misère Non. des gens en train d'intuber puis de, tu comprends, facturer à l'État. Mmh. Fait que c'est la même chose, mais comme justement le fait que toi, tu as développé toutes ces offres-là, te permet un peu de sortir du modèle qui pourrait te contraindre, puis c'est pas Ouais. négatif, là, il y en a qui sont heureux là-dedans, mais Non. dirais-tu qu'il y a beaucoup de professionnels qui réfléchissent à ça, qui se disent: «Ah ouais, c'est vrai que quand on a la mindset de l'entrepreneur», tu sais, quand on est salarié, on le sait, là, vous connaissez vos comment on appelle ça? Les échelles salariales, tu sais, on Oui. on est capable de déterminer combien on va gagner dans les prochaines années, Ouais. tu sais, c'est assez fou. Exact. Comme Ouais. entrepreneur, c'est pas le cas, on se le confirme. Non. Tu sais, on planifie, on prévoit, on aimerait ça. Mais dans ton cas, comment tu gères, c'est quoi ta relation finalement avec, tu sais, la croissance, tes projets, le fait que je pense que tu es quelqu'un qui vise quand même grand, c'est tout à ton Oui. honneur. Comment tu deals Ouais. avec ça? Puis moi, ma visée, tu sais, ce serait de mentir de dire qu'il n'y a pas de considération financière. Par contre, ce n'est pas, c'est vraiment pas C'est la pas le première moteur. considération. Non. Tu sais, moi, je suis une maman de 4 enfants. Avec un conjoint qui est quand même régulièrement sur la route, moins un petit peu maintenant, mais quand même, je suis en région éloignée, on n'a pas de Militaire, ouais. famille avec nous. Donc, tu sais, moi, à la base, la pratique autonome, c'est cette liberté-là, cette latitude-là. Je veux pouvoir accompagner ma fille à ses compétitions de danse, puis que mon horaire me permette d'avoir cette flexibilité-là. Donc, mon moteur premier de sortir un petit peu du modèle one-on-one, c'est pas la considération financière, c'est la considération de temps Mhm. puis de l'attitude dans la gestion de mon horaire. Fait que dans la dispensation de mes services, c'est ce que ça me permet de faire, c'est-à-dire d'être présente, de pouvoir que justement mon conjoint est pas là une semaine, les enfants ont toutes leurs activités, il y a une sortie scolaire, je veux pouvoir accompagner, mais être capable aussi, j'ai aucun problème à travailler un samedi matin, j'ai aucun problème à travailler en soirée quand les enfants sont couchés, mais je peux pas dans le modèle one-on-one, je peux pas offrir des rencontres de suivi à 5 heures un samedi matin Non, non. ou à 11 heures, 11 heures un mercredi soir. Tandis que en modifiant mon offre de service, je peux travailler sur mes projets le samedi matin à 5 heures, tout comme je peux travailler le mercredi soir à 11 heures. Fait que pour moi, c'est vraiment dans cette optique-là. Puis dans les gens que j'accompagne, il y a quand même, c'est sûr que, tu sais, on attire un petit peu des gens qui nous ressemblent souvent. Mhm. Donc, il y a quand même beaucoup de parents, justement, qui sont à la recherche de cette flexibilité-là. Mais il y a aussi des gens que j'accompagne que leur moteur numéro un, c'est plus au niveau des considérations financières, puis c'est tout à fait correct aussi. Fait que ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que cette diversification-là de l'offre de service peut servir différents besoins, que ce soit des considérations financières, des considérations de temps, de liberté, etc. Mhm. Puis, je pense qu'il faut tous se donner la permission de les adresser sans jugement. Mais c'est ce qui fait en sorte que moi, dans mon approche, je parlerai jamais je parlerai Ben jamais, non. je ne parle jamais de revenus, tu sais. Je parle pas de revenus par mois, c'est pas ça la notion de sens pour moi. C'est vraiment l'accessibilité aux services, tu sais, puis mes offres de services, je les réfléchis comme ça aussi. C'est-à-dire que les professionnels que j'accompagne, quand je réfléchis mon accompagnement, je le sais qu'ils sont occupés, puis pour eux aussi, de planifier des rencontres one-on-one, de supervision ou autre à chaque semaine, 2 semaines, mois, peu importe. Des fois, c'est difficile à rentrer dans l'horaire. Fait que les modalités, non seulement me conviennent à moi, mais sont réfléchies pour leur convenir à eux aussi. Ouais. Tu sais, puis même chose avec la clientèle en intervention. Ce que je développe, il y a un souci que ça réponde réellement à un besoin, puis que ça facilite l'accessibilité, puis que ça offre de la flexibilité aussi, tu sais. Fait Mhm. que ça diminue le frein à l'accompagnement aussi, là. C'est Fait que, vrai. bref, Ouais. mais c'est challengeant et c'est difficile pour les professionnels de voir comment on peut faire autrement que du one-on-one, notamment parce que c'est drôle parce que ça se transpose autant de l'intervention, quand on fait de l'intervention à proprement dit, mais
c'est beaucoup plus facile de vendre du one-on-one que la formule de groupe. Tu sais, la formule de Ben oui. groupe, faut la vendre différemment. Tout ce qui sort du modèle classique, les gens sont habitués que quand ils vont consulter, c'est du one-on-one. Fait que si on veut offrir autre chose, ben faut être capable de l'expliquer ou de laisser savoir ben comment la personne va être soutenue, quels vont être les avantages de cette formule-là. Fait que ça, c'est un C'est vrai. défi qui est présent quand même. Mais maintenant, on le voit avec la diversification des modalités d'intervention. Tu sais, il y a des gens qui restent dans le one-on-one puis facturation à l'heure, mais intervention par la nature et l'aventure ou l'art-thérapie ou tu sais, tout ça pour moi fait partie de offrir des services différemment pour répondre à des besoins aussi, tu sais. Mais en Garder fait, je notre pense flamme. tu l'as nommé, c'est en fait, il y a beaucoup de possibilités, tu sais, selon les autres professionnels, mais après, le défi qui est réel puis que je vois avec les clientes que j'accompagne, c'est, comme tu dis, de vendre cette Mhm. formule nouvelle qu'on n'a pas vue Ouais, nécessairement. Tu sais, j'ai vu passer des offres de psychologues qui faisaient des thérapies en groupe. Tu sais, c'est quand ouais, même relativement nouveau. À part, tu sais, on imagine juste le cercle, là, c'est un peu ouais, comme les alcooliques anonymes, tu sais, qui sont ouais. encore, mais il y a quand même plein de choses, comme tu disais, thérapie par la nature. Tu sais, puis j'ai l'impression que c'est peut-être aussi teinté par qu'est-ce qui se fait hors ordre professionnel aussi, vu que, tu sais, si tu regardes le Mhm. marché, les gens vont faire des retraites de yoga, de méditation, des Ouais. programmes en groupe. Fait que je me dis, ben pourquoi pas, tu sais, si les professionnels peuvent aussi offrir Mm. éclater un peu le modèle puis sortir pour répondre à d'autres besoins parce que l'individuel est très pertinent. Puis dans Ouais. certains cas, le groupe va venir amener une autre énergie, une autre expérience qui va être Absolument, bénéfique. absolument. Puis J'aime tu sais, ça. c'est favorisé, là, je veux dire, depuis, j'allais dire depuis toujours, même depuis toujours, je le sais pas, mais certainement depuis très longtemps, tu sais, en CLSC, il y en a des offres de C'est groupe, tu vrai. sais. Puis souvent, c'est ce qui est offert en attendant de pouvoir avoir des services individuels, mais pas que. Des fois, ça fait partie tout simplement de la trajectoire de service, puis c'est super pertinent, puis c'est démontré que l'intervention de groupe, il y a une richesse, il y a une pertinence. Tu sais, nous, en travail social, on parle d'intervention collective, tu sais, auprès des collectivités, Ouais. intervention auprès des groupes, des familles, des couples, des individus. Donc, ça passe autrement que par l'intervention individuelle, mais c'est comme si dans la modalité privée, ce qui est associé à la modalité privée, c'est plus le one-on-one, tu sais, la pratique psychologique classique, là, tu Mhm. sais, Sur le où je vais en sofa, thérapie. étendu, Ouais, avec la boîte de exact, Kleenex. exact. Oui, c'est ça. Alors que ça peut être autre chose. Fait que c'est pour ça que je parle vraiment de bâtir le terrain de jeu de l'intérieur, en prenant en considération autant nos intérêts, nos ambitions, nos besoins, nos valeurs professionnelles, mais aussi les besoins de la clientèle, puis comment je peux les servir Mhm. différemment, tu sais. Mm. Ouais. J'aime ça. J'ai une dernière question pour toi, Oui, Stéphanie. Si tu avais une baguette magique, là, où tu pouvais oui, changer une affaire dans, je dirais, la culture, la pratique professionnelle, la pratique ouais. autonome, ça serait quoi? C'est une bonne question. Ben, en fait, j'ai envie de dire la créativité, OK? de se donner le droit d'être créatif, puis de ne pas reproduire. Puis en même temps, c'est sécurisant de reproduire des modèles qui existent déjà, mais Ouais. moi, ce qui me stimule le plus, c'est quand j'ai des gens qui arrivent avec un projet qui est comme un peu flyé ou qui, tu sais, Sors de la qui veulent boîte. aller ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis puis en même temps, si ce que les gens souhaitent développer parce que ça leur correspond pour vrai, c'est un suivi plus classique, c'est parfait. Mais comme d'enlever ce frein-là, puis la peur de ah non, je ne peux. En fait, c'est de changer. Je te dirais que la baguette magique, là, ce serait de ne plus entendre je peux pas, mais plus que les gens viennent me voir pour comment je pourrais Comment on faire le ça. fait? Hmm. Ouais, comment on le fait? Parce que honnêtement, je pense que 90-95% des projets avec lesquels les gens m'arrivent sont réalisables. Mais initialement, c'est qu'ils ont l'impression que non parce qu'ils font à l'inverse de ce que je disais tantôt. Fait que Ouais. de pas se limiter, de se donner le droit, en fait, parce que je pense que ça sert la clientèle. Quand on se donne le droit de voir outside, tu sais, en dehors de la boîte, Ouais. de rêver ou d'avoir une vision, c'est payant pour tout le monde, autant pour nous comme professionnels que pour les personnes qu'on accompagne. Fait que, ouais, le je peux pas, ouais, Hmm. mais moi, je peux pas parce que mais comment je pourrais l'adapter ou comment je pourrais le faire? De pas Ça, s'auto-mettre des bâtons dans les roues, tu sais, avant d'avoir ouais, exploré. ouais, J'aime ça. exact, ouais, J'aime ça. ouais, Puis là, pour les professionnels qui nous écoutent, qui ont envie de savoir un peu comment
mieux structurer leur pratique autonome. Je sais que tu as un Mhm. super outil Oui, gratuit, en fait, une oui. formation Exploration. Tu veux-tu m'en parler Oui, rapidement? oui. C'est Ben, en quoi? fait, Exploration, la visée, c'est vraiment d'aider les gens à déterminer si la pratique autonome peut être une option qui est pour eux. J'ai pas Ouais. jamais je vais dire que c'est fait pour tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas tout le Mhm. monde qui a un profil entrepreneurial. Le travail autonome, ça correspond pas à tout le monde. Mais la visée d'Exploration, c'est d'arrêter de tourner en rond, puis de prendre un temps, c'est un 30 minutes à peu près, puis il y a des outils concrets qui viennent avec pour s'arrêter puis déterminer enfin est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, qui pourrait être fait pour moi? Puis si oui, OK, ben c'est quoi les prochaines étapes? À quoi je dois réfléchir pour la suite? Fait que ça se veut vraiment concret, ça se veut un temps d'arrêt pour dire, OK, là, je prends le temps de voir à quoi ça peut ressembler, quelles sont les différentes options, justement, au-delà du one-on-one classique, Mhm. puis de se faire une tête par rapport à ça. Très bel outil. Puis j'invite aussi peut-être qu'il y a déjà des professionnels qui sont déjà, tu sais, en pratique autonome qui nous écoutent ou autres, tu sais, entrepreneurs qui auraient envie d'aller voir ce que tu fais, comment tu mets en valeur ta profession avec tes offres de services et tout ça. Ben, je les invite à suivre là, sur tes plateformes de réseaux sociaux. Je vais C'est mettre toutes les gentil. notes les liens, pardon, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller voir comment tu fais ça là, pour parler de travail social, de pratique Oui, autonome et tout en éthique, hein, parce que ça, on l'a bien oui, compris, l'éthique, oui, la ça reste au cœur. rigueur, c'est toi. Mm. Oui, J'aime 100%. ça. Je J'adore. l'assume Oui, maintenant. Au lieu d'avoir honte de ça, c'est faut moi. pas. Point. Mais oui, il faut tellement pas avoir Mm. honte, là, parce qu'effectivement, Ouais, les gens connectent pour les mêmes valeurs. Fait que, tu sais, pour la même exact. raison, puis ça, c'est une affaire, là, peut-être un petit mot de la fin, là, mais tu sais, les gens qui nous aiment pas, les raisons pour lesquelles ils nous aiment pas, c'est pour les mêmes raisons que d'autres personnes nous adorent et nous aiment. Fait que c'est Exact. ça l'affaire, c'est que des fois, on se bloque, on se dit: «Ah, ben, tu sais, je veux pas déplaire, je veux pas mettre ça de l'avant». Mais au contraire, tu sais, comme en faisant ça, tu attires des gens pour qui la rigueur, l'intégrité, C'est important. la conformité, tout ça, c'est ultra important. Puis c'est ça, on se Ouais. rassemble entre personnes, pour qui c'est important. Fait Oui, que faut pas hésiter. tellement. Ouais. Non, ben, hey, merci beaucoup de ton invitation, Mélanie. Merci. Merci à toi. J'étais contente d'avoir cette jasette-là, puis j'espère que les gens, ont aimé aussi cette discussion-là, puis je les invite, évidemment à les suivre, pour en savoir plus. Ben, merci. Merci Stéphanie. Bye tout le monde.